Bien, écoutez, je vous propose de démarrer voilà, ce webinaire que nous co-organisons avec OpenSea et le bureau Maury qui est en présence de l'ADEME. Merci à tous de votre participation. Quelques mots d'abord sur le bon déroulé de ce webinaire. Donc, je pense que vous n'avez pas le choix, mais voilà, les micros et les caméras sont coupés. Vous aurez la possibilité de poser des questions. On aura un temps dédié à ça, hein, à la fin du webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions dans la rubrique questions qui doit être normalement en haut à droite de votre écran, avec une petite bulle avec un point d'interrogation. Vous aurez aussi la possibilité évidemment de poser des questions a posteriori du webinaire puisque vous aurez les coordonnées des interlocuteurs. Donc là aussi, n'hésitez pas si des questions vous viennent par la suite. On diffusera cette présentation aux participants et puis vous aurez aussi de toute façon la possibilité de revoir ce replay puisque la présentation est enregistrée, de la voir sur le site du pôle dans quelques jours, probablement au tout début de semaine prochaine. Voilà. Alors, ces aspects techniques étant passés, deux mots peut-être d'abord d'introduction. Donc, je me présente, je suis Frédéric Ravilly, je fais partie du pôle mer Bretagne-Atlantique. Au-delà de mon rôle de délégué régional, je suis aussi responsable de la thématique Greenship au sein du pôle. Et donc voilà, j'ai la joie de vous accompagner pour ce webinaire qui va durer 1 heure. Un mot d'abord, encore une fois, un petit peu de cadrage, hein. La problématique de la décarbonation, c'est un sujet évidemment très complexe que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est contraint par plusieurs choses assez significatives. Évidemment, d'abord et avant tout l'urgence climatique, ensuite des évolutions réglementaires qui arrivent et qui sont de plus en plus contraignantes. Et puis, à l'inverse, ou de l'autre côté du scope, disons, le manque de maturité d'un certain nombre de technologies, et qui fait que ces phases de décarbonation sont évidemment complexes à mettre concrètement en œuvre. Donc il y a une urgence évidemment à trouver des solutions viables techniquement et économiquement. Au pôle, on est évidemment assez convaincu, c'est notre ADN, que les solutions, on les trouvera en particulier grâce à des travaux en commun et à l'aspect collaboratif des projets. Et donc c'est pour ça que ce webinaire nous paraissait particulièrement intéressant lorsque OpenSea et Moric nous ont proposé de l'animer, puisque c'est effectivement l'ADN qu'ils ont souhaité donner à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est la deuxième fois qu'on accompagne, en l'occurrence, Semrev initialement et OpenSea maintenant sur un AMI, donc on en est très heureux. Et encore une fois, on est ravis de pouvoir accompagner cette démarche collective. Alors voilà, moi c'était mon propos introductif. On doit avoir normalement en ligne Philippe Conneau de l'ADEME, mais malheureusement qui avait quelques soucis techniques. Donc j'ai l'impression qu'il nous a quittés. Bon, écoutez, alors je vous propose de passer tout de suite à l'étape suivante. Et puis Philippe, quand il nous rejoindra, pourra éventuellement dire un mot, y compris peut-être en conclusion. Alors, comment ça va se dérouler? Bon, voilà, les propos introductifs ayant été faits, on va vous proposer d'abord une intervention d'OpenSea de quelques minutes pour vous réexpliquer un petit peu le contexte. Ensuite, une intervention donc qui sera faite par Thomas Soulard. Ensuite, une intervention de Mauric qui sera faite par Fabrice Gosselin, qui je la laisserai évidemment se présenter. Une très rapide conclusion et puis à la fin de tout ça, effectivement, un temps de questions-réponses. Donc encore une fois, je vous le redis, vous avez cette opportunité de le faire en live grâce aux questions possibles dans l'outil. Donc n'hésitez pas, mais encore une fois, vous aurez aussi la possibilité de poser les questions a posteriori. Voilà. Ceci étant dit, donc je vais laisser la parole à Thomas qui va prendre la main et garder et rester sur scène. Et puis voilà, je reviendrai vers vous à la fin de ces interventions. Merci Thomas et bon webinaire à tous. Oui, merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Thomas Soulard, chef de projet expert R&D à la fondation OpenSea. Je remercie donc Frédéric pour l'introduction, l'ADEME pour son soutien, même si pour l'instant on n'a pas pu les entendre, mais soutenir un projet comme ça assez amont, c'est vraiment essentiel. Donc, je vais vous présenter rapidement la fondation, si tu peux passer à la slide suivante, Frédéric. L'i- Je me permets de représenter la fondation. On est une structure assez jeune puisque en fait les 1 an dans quelques jours, on a créé la fondation OpenSea en mars 2023 pour coordonner, développer et piloter les sites d'essai en mer dédiés aux énergies marines renouvelables. Donc c'est bien le cœur de notre activité, c'est l'éolien flottant, c'est l'hydrolien, le holomoteur, l'hydrogène, le photovoltaïque. Ce qui fait de nous le centre d'essai français pour les tests en mer.
sur les énergies marines renouvelables. On est une infrastructure de recherche, au sens de la communauté européenne. On contribue à l'accélération de la transition énergétique sans pour autant avoir d'activité économique. Et ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a réuni 5 sites d'essais français qui étaient indépendants jusque-là, qui ont des conditions différentes, qui servent à tester des technologies différentes sous la même bannière. Tu peux passer à la suite, justement, on voit un peu ces 5 sites d'essais sur une même carte. Donc on voit qu'aujourd'hui on a 35 MW de capacité. On va par exemple donc on a des sites dédiés à l'hydrolien comme Paimpol, Bréa et Sénéo que vous voyez sur la carte. On a un site à Brest, Sainte-Anne-du-Porzic qui est dédié à l'éolien ou le moteur à plus petite échelle. Et puis enfin on a les 2 sites d'essai un peu frères et sœurs qui sont Semrev et Mistral pour tester l'éolien à grande échelle, le ou le moteur ou le solaire et autres technologies de stockage. Donc on voit une grande complémentarité dans les activités d'OpenSea. On a une répartition géographique assez grande, mais là aujourd'hui, je pense que si tu cliques un coup, Frédéric, on se concentre bien sur cette zone-là autour du site des SMREV. C'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, sur une zone ouest, Grand Ouest, qu'on pourra redéfinir, de Lorient au Sable d'Olonne, mettons. Vous verrez pourquoi on se concentre sur cette zone-là juste après. Donc, si tu peux passer à la suite. Au slide d'après, s'il te plaît. Il y a peut-être un petit temps de latence entre les deux. Voilà, donc les missions de la fondation OpenSea en général, elles sont quand même assez larges. Bien sûr, notre rôle est de piloter les sites d'essai, je l'ai déjà dit, d'accueillir du prototype, mais peut-être en lien avec la décarbonation des opérations en mer. Je vais isoler celles qui sont en gras à l'écran. Oui, on accueille des prototypes, on assure, on opère la maintenance de nos sites, de leurs assets, de tous nos équipements. On assure aussi le suivi environnemental sur les sites autour des prototypes. C'est essentiel, c'est une de nos missions. Et on développe, on installe de l'instrumentation. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une grande diversité de moyens nautiques. On va aller en mer souvent. Là, c'est une image à Sainte-Anne-du-Porzic, proche de la côte, mais sur le site d'essai en mer, Semrev, c'est un peu plus loin. Et donc, c'est dans le cadre de ces missions-là qu'on est amené très fréquemment à aller en mer. Et si tu passes à la slide suivante, vraiment encore plus concrètement, pourquoi on va aller en mer, eh bien, c'est vraiment pour l'activité autour de prototypes qui sont eux-mêmes portés par d'autres entreprises. Nous, site d'essai, ne développons pas de technologie en propre pour la conversion d'énergie au Kaoul, par exemple. Et donc, on a ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est d'accueillir ce genre de technologie. Donc, en haut à droite, on va voir les technologies testées à Sainte-Anne-du-Porzic, éolien à plus petite échelle ou le moteur. En haut à gauche de l'image, on voit l'éolienne Floatgen opérée par BW Ideol, encore présente sur site, installée en 2018. C'était la première en France. Du coup, ça le restera à jamais. Et en plus, elle est toujours sur site. On a des dispositifs hybrides ou le moteur qui ont permis d'accueillir de l'hydrogène aussi, qu'on a accueilli sur le site SEMREV. Et puis voilà, en bas de l'écran, vous avez les prototypes hydroliens, soit dans la Garonne, soit à Paimpol-Bréa. Donc chacune de ces activités nécessite bien sûr des opérations marines. Et si tu passes à la slide suivante, on voit qu'en fait, déjà par la diversité des technologies qu'on va accueillir, on va avoir des besoins très variés. Et donc, bon là, ce que vous voyez à l'écran, c'est 2 grandes familles de moyens nautiques qu'on va utiliser. À droite, j'ai déjà un peu flouté, mais c'est les plus gros navires de travail qu'on va affréter pour des opérations d'installation de câbles ou d'ancrage, par exemple. Et ce que mets au milieu de l'écran, c'est plein d'exemples de navires de travail ou de transfert de passagers qu'on va aussi affréter pour nos besoins. Et on voit une grande diversité, à la fois parce qu'on a des besoins variés, transfert de personnel, installation de bouées, on a des contraintes différentes, météo, timing, accès à des flotteurs de plus ou moins grande taille. Et puis, dans la zone, il y a des affréteurs différents et on fait notre choix parmi ce qui existe. Et donc, globalement, on affrète au cas par cas, soit nous, OpenSea, on affrète un navire, soit nos partenaires. Nos partenaires, ça va être en l'occurrence Ideol ou Jeps Techno qui est venu sur site, qui eux-mêmes, pour leurs activités sur le site d'essai, SEMREV, vont affréter des navires. Et donc, un petit calcul rapide, fait avec les facteurs d'émission de l'ADEME, m'amène à l'estimation suivante, c'est que sur une année, on va émettre environ 120 tonnes par an, là c'est la moyenne sur les 3 dernières années. Donc 120 tonnes de CO2 équivalent pour ces opérations avec les navires de travail qu'on voit au milieu de l'écran. Et c'est ça qu'on veut essayer de décarboner. Bon, si on prend un peu de recul,
par rapport aux 1200 tonnes par an pour des grosses opérations comme on voit à droite de l'écran et des gros navires, c'est 1200 tonnes, ça va être en une seule fois, donc c'est 10 fois plus en une seule fois, mais on estime qu'on n'est pas en mesure de travailler sur la décarbonation de ce type de navire, là, ceux de la droite de l'écran, et de se concentrer sur ceux du milieu, sur lesquels on pense qu'on peut avoir un impact et un impact plus rapide. Et si tu peux passer donc à la slide suivante, donc vous avez bien compris, on va se concentrer sur les bateaux de plus petite dimension de travail et de transfert de passagers. Et plus précisément, donc on a lancé, bon là normalement vous devez voir une vidéo, alors ça dépend peut-être de votre flux, mais en tout cas c'est quelques exemples d'opérations sur le site. Pourquoi on a lancé cette étude? Eh ben, c'est pour définir un navire adapté à un maximum de nos besoins. Nos besoins sont divers, mais pourquoi pas trouver un navire qui réponde à un maximum de ces besoins-là? C'est pour ça qu'on a fait appel à un bureau d'études comme Moric pour nous accompagner techniquement sur ce volet-là, trouver le navire qui corresponde le mieux à nos besoins et avoir un navire qui émet le moins de CO2 possible, et ce dès 2026. Donc c'est important, c'est rapidement. On n'a pas forcément envie d'attendre la maturation de la filière pour commencer à décarboner. Et donc, techniquement, on est accompagné par Moric pour trouver ce navire, pour le définir ensemble, et financièrement par l'ADEME pour cette étude. Et enfin, donc ça c'est notre étude, c'est ce qu'on veut faire, trouver un navire qui nous permet de baisser nos émissions, mais on a lancé cet AMI parce qu'on comprend bien qu'on peut pas le faire tout seul. Nous n'allons pas affréter un navire toute une année pour le rendre commercialement exploitable par un affréteur. On a besoin de co-exploitants. C'est ce qu'on vient chercher auprès de vous aujourd'hui, des partenaires exploitants. Maury qui reviendra, je pense. Mais on cherche aussi un armateur qui est prêt à s'engager sur ce premier de série, le construire et permettre à nous et nos co-exploitants de l'exploiter sur la base d'un engagement sur l'année et dans le temps. Est-ce que tu peux passer à la dernière slide, s'il te plaît? Et donc, in fine, ce qu'on voit sur cette carte, et tu peux recliquer un deuxième coup, s'il te plaît. Cette carte, c'est une carte issue de la CNDP, hein, c'est une proposition, c'est des hypothèses de travail. Moi, je ne vais pas revenir sur ces hypothèses qui ont été émises. J'utilise cette carte pour vous montrer qu'on est dans une zone précurseur. C'était la première éolienne en France, c'est le premier parc posé, c'est d'autres parcs à venir, donc une activité qui va augmenter. Et je pense qu'on est nombreux à avoir un intérêt global à trouver une solution locale, décarbonée ou le moins carbonée possible, en tout cas pour baisser ses émissions. Moi, c'est 120 tonnes. Vous, autres exploitants, c'est peut-être plus. Et donc, on cherche bien sur une zone comme ça un navire qui réponde à plusieurs besoins. Et j'aimerais trouver aujourd'hui dans la salle, enfin, en tout cas à la distance, des gens prêts à embarquer sur cette aventure avec nous pour, pour, pour définir ensemble ce navire utile à tous. Et du coup, pour ce faire, on travaille avec Maury qui va vous en dire un petit peu plus sur le cahier des charges du navire et sur cette démarche globale. Merci à tous et je serai ravi de prendre les questions tout à l'heure. À toi, Fabrice. Merci beaucoup Thomas. Et effectivement, on passe la parole à Fabrice Gosselin de Mauric. Fabrice, la scène est à Oui, toi. bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric, merci Thomas pour l'introduction. Donc moi je suis directeur commerce et développement de Mauric. Mauric c'est une société d'architecture navale et d'ingénierie navale et on est très heureux d'accompagner OpenSea là sur cette étude et cette démarche plus globalement de la décarbonation des moyens maritimes. Donc moi je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail euh, on va dire l'embryon de cahier des charges du navire dont on parle, et puis aussi vous expliquer quel rôle on va chercher à donner aux partenaires de ce projet-là. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Frédéric. Donc d'abord, pour resituer un peu le contexte, je dirais le contexte d'exploitation, le contexte opérationnel de ces moyens nautiques faible émission. Comme l'a dit Thomas, on est sur le site du SEMREV. Donc, slide suivante. Ce site, c'est un site qui est quand même un site côtier à proximité donc du Croisic et de Saint-Nazaire. On est à environ 10 000 de la côte, donc on est vraiment en zone côtière. Et donc c'est bien un navire de ce type-là, un navire côtier qu'on va chercher à définir. Revenir aussi sur la fréquence d'exploitation. Comme l'a évoqué Thomas, et c'est la raison pour laquelle
la fondation OpenSea affrète à la demande des moyens nautiques, c'est que aujourd'hui ils ont environ 60 jours de sortie par an, mais avec l'introduction de nouveaux prototypes sur le site en test ou en exploitation. L'objectif, c'est, en tout cas les projections, c'est d'avoir une centaine, 120 jours d'exploitation par an. Alors donc ça justifie totalement la démarche dans laquelle est OpenSea d'aller chercher des partenaires exploitants pour avoir une exploitation plus globale d'un moyen nautique localisé et dédié aux opérations dans cette zone. Si on passe à la slide suivante, Thomas vous a présenté un peu les missions de la fondation. Si on focalise un peu sur les missions sur le site du SEMREV, c'est des missions qui sont assez diverses, du transport de personnel technique sur site, pour la maintenance, pour l'opération des moyens d'essai. C'est des bateaux qui vont aller faire des opérations de boat landing, un peu comme des CTV, sur les différents moyens qui sont testés sur le site du SEMREV. C'est des visites de sites euh, avec cette fois-ci un peu plus de passagers à bord du navire, donc ça peut être des visites institutionnelles, des clients, voire du tourisme industriel. La manutention de matériel sur les prototypes, ce qui justifie des navires de travail, des travaux de mouillage, de petits balisages et de la mise à l'eau d'équipements, des campagnes de mesure hydrographique, océanographique et de suivi environnemental, et des missions de plongée. Donc ça a déjà été évoqué par Thomas, mais on insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, pour faire l'ensemble de ces missions-là, OpenSea n'a pas de navire en propre. Ils affrètent des navires de très différents. Ça peut aller du crewboat jusqu'à la pilotine, baliseur, des navires de maintenance en mer de type comme on voit en haut à droite, ou des barges, des semi-rigides, des vedettes hydrographiques. On voit bien que la typologie des navires est extrêmement variée, extrêmement différente. On est sur des monocoques, des catamarans, des barges, avec des grues, sans grues, avec des emménagements pouvant transporter des personnels. Et donc on va dire un champ des possibles assez important aujourd'hui, en tout cas sur les missions qui sont envisagées. Si tu peux avancer, Frédéric. Donc on voit que aujourd'hui les navires qui sont employés, c'est des navires de travail, des navires professionnels, et donc dans un objectif de décarbonation, la question se pose à est-ce qu'on a aujourd'hui, on va dire, de disponibles de tels moyens, low emission, faible émission ou zéro émission. Et donc si on regarde, slide suivante s'il te plaît, si on regarde un peu ce qui est disponible sur on va dire dans l'état de l'art ou sur le marché, il y a des moyens, il y a des navires zéro ou low émission qui sont aujourd'hui qui existent. Euh, Beaucoup d'acteurs commencent à effectivement et beaucoup d'exploitants d'armateurs commencent à essayer de décarboner leurs opérations. Donc il y a des moyens qui existent. On a des petits navires de type pilotine ou petit crewboat avec des capacités relativement limitées de l'ordre de 6 à 9 à 12 packs pardon, qui existent en 100% électrique. Hein. Un exemple, c'est celui de Maritime Partner avec la Lusafe 1180. C'est des bateaux qui, comme ils sont tout électriques, ont globalement des autonomies assez limitées, peuvent atteindre des vitesses assez élevées, mais ne répondent, on va dire, qu'à un cahier des charges assez restreint de transporter des personnels sur une zone. Il y a, alors, je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez un peu ces exemples, mais l'idée, c'est d'illustrer un peu l'état de l'art de ces solutions de navires à faible émission ou zéro émission. Il y a les CTV de chez Wincat, en particulier l'Hydrocat 48, là, qui sont des CTV dual fuel, gasoil hydrogène, qui sont déjà en opération sur certains champs en mer du Nord. Donc c'est des solutions qui existent, mais qui sont vraiment des bateaux qui ont été conçus, qui sont spécifiques à des opérations de maintenance sur des champs éoliens en exploitation pour transporter du personnel, transporter du cargo. Et donc ne répondent pas à l'ensemble du cahier des charges aujourd'hui des missions d'OpenSea. Il y a aussi des solutions avec du méthanol, type pilotine. Alors
c'est principalement dans le cadre de projets de développement où des tests ont été effectués sur des refits de navires. Ça, c'est un exemple de petite pilotine à droite dans le cadre du projet Fastwater où il y a eu des expérimentations d'une pilotine là, de 14 mètres avec un moteur à méthanol de chez Scandinavian. Et donc c'est des navires qui permettent encore une fois de transporter des passagers d'un point A à un point B, mais qui permettent pas en tout cas d'envisager des travaux en mer. Slide suivante s'il te plaît, Frédéric. Pour donner d'autres exemples, on a aujourd'hui la société Artemis qui travaille sur des solutions de navires 100% électriques, en particulier à foil, pour réduire la consommation énergétique et donc l'empreinte environnementale des navires. Encore une fois, c'est principalement pour du transport à passagers. On a Acta Marine et la division crewboat là, enfin workboat d'Acta Marine qui appartient maintenant à Gifmar là, qui a intégré en fait une pile à combustible hydrogène à bord d'un navire de travail qui est, d'après les informations collectées, qui opère aujourd'hui sur un site d'exploitation en Allemagne. Donc ça, c'est typiquement un exemple de navire de travail avec une décarbonation à l'aide d'hydrogène, avec un grand pont de travail, avec la capacité de transporter 12 personnes. C'est un navire assez grand, 43 mètres, avec une vitesse relativement limitée de 12 nœuds. Donc encore une fois, qui ne répond qu'à une partie d'un cahier des charges tel que celui d'OpenSea. Un autre exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Hydromover, qui est un catamaran de transport. Alors, donc, cahier des charges est principalement orienté sur le transport de cargo, de charge 25 tonnes de cargo, dans le port de Singapour ou à proximité du port de Singapour, développé par une société singapourienne qui s'appelle Marine EV. C'est un consortium avec à sa tête société Yinson. Avec encore une fois un pont assez important de 60 mètres carrés, capable de transporter différents petits conteneurs, 8 passagers, mais avec une autonomie relativement faible de 40 nautiques. Mais voilà, ils ont sorti un proto et donc c'est des bateaux qui existent. Je vous ai donné un autre exemple qui s'éloigne du workboat, mais c'est un bateau qui va sortir à l'été, qui est le bateau pour lycée maritime de Bastia, Alba, qui est un bateau de moins de 20 mètres, 100% électro-hydrogène avec 2 piles à combustible et qui est capable de transporter 12 personnes et d'opérer qui est dédié à la formation au métier de la pêche, mais qui a un grand pont de 60 mètres carrés qui permet d'avoir un certain nombre d'opérations. Donc on voit qu'il y a des choses qui existent. Euh, on voit qu'à chaque fois, ces navires, ils sont conçus pour des opérations assez spécifiques, soit du transport de cargo, soit du transport de passagers. Mais quand on fait l'état de l'art, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui existante, locale en plus, avec une autre contrainte qui est la contrainte des coûts, qui répond finalement aux besoins d'OpenSea. D'où l'intérêt de lancer cette étude que OpenSea a bien voulu nous confier sur la définition d'un cahier des charges de navires décarbonés pour leurs opérations. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc c'est ce que je vais maintenant vous présenter, l'ébauche de cahier des charges et on va dire euh, une première ébauche des caractéristiques qu'on va aller chercher pour aller vers une solution faible émission. Donc slide suivante. Donc les enjeux du projet, Thomas les a abordés. C'est d'abord, étant donné la fréquence d'exploitation actuelle, OpenSea est dans l'obligation de trouver des partenaires pour compléter les cycles qui justifieraient d'avoir un navire décarboné pour ces opérations. Ça s'inscrit aussi dans une volonté de la Fondation de contribuer au développement de navires à faible émission. D'abord pour ses besoins propres, c'est réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de ses opérations. Ensuite, pour démontrer qu'aujourd'hui, il y a des solutions de décarbonation qui existent pour des navires de servitude en mer. Et dans un contexte d'exploitation réel, donc ça, je vais y revenir. Et puis aussi contribuer au dynamisme de l'écosystème local en partageant l'exploitation de ce navire avec d'autres exploitants. Et donc, comme l'a évoqué Thomas, aujourd'hui, l'intérêt de cet AMI et la raison pour laquelle on vous a sollicité, c'est qu'on recherche des exploitants intéressés par une utilisation d'un navire qui serait mutualisé avec OpenSea.
Mais pour avoir ce navire mis à disposition de ces exploitants, il faudra un armateur, puisqu'on part sur un nouveau navire spécifique. Il faudra un armateur pour armer le navire et puis assurer ce service auprès d'OpenSea, comme le font les armateurs aujourd'hui déjà sur les opérations. Donc dans ce contexte-là, OpenSea nous a demandé de les accompagner d'abord sur l'analyse des solutions technologiques pertinentes qui pourraient contribuer à la décarbonation de ces opérations en mer et donc de ce futur moyen nautique. De les accompagner aussi sur la synthèse de leurs besoins avec les besoins des futurs co-exploitants et de l'armateur partenaire. Donc ça, c'est les étapes suivantes qu'on va vous présenter. Et puis d'exploiter ce recueil du besoin en réalisant des avant-projets de navires euh, pour définir une solution qui répondrait à un cahier des charges commun à l'ensemble de ces exploitants. Donc ça, c'est notre rôle et c'est ce qu'on a commencé à faire avec OpenSea, avec le pôle mer Bretagne-Atlantique et avec l'ADEME et qu'on va continuer dans les semaines et mois à venir et on va vous expliquer quelle contribution on attend de votre part. Slide suivante. Donc, comme l'a dit Thomas, je ne vais pas revenir dans le détail, mais on se focalise sur les missions principales des moyens nautiques qu'utilise aujourd'hui OpenSea. On exclut les grosses opérations en mer, telles que la pose de fondation, les missions de balisage ou de plongée requérant du matériel spécifique. On va se limiter aussi à un transport de passagers à moins de 24 pax pour des raisons réglementaires et de dimensionnement du navire. Donc on se focalise sur les missions principales qui ont été identifiées après une analyse des opérations d'OpenSea, qui sont le transport de techniciens sur les prototypes et les moyens d'expérimentation, le transport de passagers pour les visites de site, donc à moins de 24 passagers, le levage, le transport et la mise à l'eau de colis ou d'embarcations de servitude, des opérations de survey aussi, de survey hydrographique, bathymétrique, océanographique, la capacité à remorquer des engins, le suivi environnemental et puis des missions de plongée scientifique. Donc ça fait beaucoup de missions pour un même navire, donc on comprend assez rapidement qu'il va falloir concevoir un navire vraiment spécifique pour couvrir l'ensemble de ces missions. Slide suivante, s'il te plaît, Frédéric. Donc, pour rappeler les conditions d'exploitation dans la zone, en conditions extrêmes aujourd'hui, les opérations se font jusqu'à des états de mer 4, donc un chest de 2,50 m, des conditions de vent jusqu'à 25 nœuds, 3 nœuds de courant. Donc les températures, les conditions sont celles de l'Atlantique Ouest. Et donc ça va nous permettre de définir un premier cahier des charges. En termes de cadrage réglementaire, étant donné qu'on est sur des opérations côtières, on a fait le choix avec OpenSea de partir sur un cadrage avec un pavillon français en 3e catégorie de navigation et en classe B. Et donc, on devra avoir un navire qui répondra aux prescriptions de la division 222 des affaires maritimes, type navire de maintenance en mer. Aujourd'hui, c'est le cadrage. Évidemment, tout ça, ça sera challengé en fonction des retours des co-exploitants potentiels, des partenaires qu'on va joindre au projet. Donc en termes de classification, on va demander une validation de la structure coque et puis une validation du franc-bord par la société de classification. On pourra envisager de classer le navire en fonction des contraintes de combustible qu'on va aller chercher, puisque évidemment en fonction de la solution de décarbonation dont je vais parler un peu plus loin, il faudra qu'on soit de toute façon conforme aux prescriptions réglementaires attendues par le pavillon et par la société de classe sur ce mode de propulsion décarboné. Ça aussi sera à prendre en compte. Aujourd'hui, si on regarde, slide suivante s'il te plaît, si on regarde un peu les grandes caractéristiques du navire sur la base du cahier des charges, encore une fois d'OpenSea et en l'attente des missions supplémentaires que les partenaires potentiels vont pouvoir définir. On n'a pas défini de type de coque, c'est soit du monocoque, soit du catamaran globalement, d'une longueur entre 18 et 22 mètres. Dans tous les cas, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit inférieure à 24 mètres pour des questions d'impact et de contraintes réglementaires. Et derrière aujourd'hui, la fiche d'identité du navire, on est entre 2 et 4 membres d'équipage, c'est ce qui a été identifié, entre 12 et 24 pax. Donc il faut prévoir des emménagements pour ces personnes embarquées. En termes de pont de travail, ce qu'on a identifié, c'est une surface utile
d'une trentaine à 50 mètres carrés avec la capacité de fixer des équipements ou des conteneurs 10 pieds avec des inserts sur ce pont. Une capacité de chargement maximale entre 5 et 10 tonnes à définir aussi dans la phase projet et avec une- un renforcement du pont calibré sur 1,5 tonne par mètre carré, qui est assez standard pour des navires de travail aujourd'hui utilisés. Il y aura besoin pour les missions qu'on a évoquées de capacité de levage, de remorquage. Donc on envisage une grue entre 2-3 tonnes minimum de capacité jusqu'à 5 tonnes de capacité en mer. Hein. Un treuil de remorquage de halage avec pareil une capacité entre 3 et 5 tonnes pour ce treuil de remorquage. Un rouleau de halage en haut tableau arrière et puis la capacité d'intégrer un portique euh, qui soit démontable au niveau du tableau arrière pour des missions de survey, pour être capable de tracter des sonars, des sondeurs. Donc on envisage aussi qu'il y ait une propulsion et un système compatible d'opérations de type positionnement dynamique, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont évidemment stationnaires ou sur des suivis de tracés avec une précision assez importante. Et puis la capacité de mettre en œuvre des différents équipements de survey, des drones, des AUV, des ROV depuis le pont. Ça, c'est aussi une caractéristique du navire qui est attendue. Slide suivante. Donc ça, c'est, on va dire, pour les aspects, on va dire, fonctionnels du navire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est en faire un navire faible émission. Donc faible émission, voire zéro émission, mais exploitable commercialement. Donc pour ça, on a fait le choix avec OpenSea de dire qu'on va se focaliser sur des technologies avec un TRL élevé, un TRL supérieur à 8, permettant donc ces technologies visant à décarboner le navire. Il faut aussi que cette technologie elle soit compatible d'opérations de l'ordre de 2000 heures par an et toute l'année, c'est-à-dire aussi bien en été mais aussi en hiver quand les conditions sont plus exigeantes. Une contrainte qu'on va devoir prendre en compte aussi dans la définition de ce navire et son cahier des charges, c'est un coût, donc un taux journalier. Aujourd'hui, OpenSea réalise des opérations commerciales. Et donc, si on veut avoir un outil qui soit exploitable commercialement par OpenSea, mais aussi par ses partenaires, il faut prendre en compte une contrainte financière. Et donc, on l'oublie pas. Donc pour résumer, c'est bien un outil commercial qui est attendu, hein, c'est bien un moyen nautique commercial, c'est ni un démonstrateur de R&D, et c'est encore moins un navire d'expérimentation de technologie. Vous l'avez vu, l'ambition c'est d'être au minimum pour OpenSea exploité 120 jours par an. On espère le plus de jours possible avec les partenaires qui vont nous rejoindre. Donc même si la vocation d'OpenSea c'est de mener des expérimentations sur son site d'exploitation, c'est pas la vocation du navire. Le navire, lui, il est là pour permettre ces expérimentations de systèmes d'énergie marine renouvelable, mais lui, c'est un outil qui doit être exploitable euh, avec une maintenabilité, une fiabilité, comme les navires qui sont aujourd'hui exploités par OpenSea. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles solutions et quelles briques technologiques on peut envisager pour accéder à une réduction de l'empreinte carbone? Je regarde le temps. Euh, D'abord, comme pour tout projet de navire low émission, enfin faible émission ou décarboné, la première chose c'est de faire preuve de sobriété dans la définition du besoin. Donc c'est pour ça qu'on a limité aujourd'hui a priori la vitesse maximale à 15 nœuds et qu'on vise une vitesse économique de l'ordre de 12 nœuds. Ça évidemment, ça va réduire le besoin énergétique et donc faciliter l'intégration de solutions décarbonées. L'idée c'est aussi, et c'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur un certain type de mission et qu'on n'a pas élargi encore plus le spectre, même s'il est déjà assez ambitieux, c'est de se focaliser sur les missions principales pour être vraiment au juste besoin. Tout ce qui sera à bord et tous les équipements qui seront à bord devront être utiles aux missions envisagées par le navire, pour être toujours dans cette optique de sobriété. On a aussi visé une autonomie relativement faible, entre guillemets, de 1 à 3 jours. Voilà.
Ça sert à rien de transporter du carburant, quel qu'il soit, pour le plaisir de le transporter. Ça aura forcément un impact sur les opérations, mais c'est aussi ça qui permet d'accéder à un niveau de décarbonation ambitieux comme le souhaite OpenSea. Euh, une fois qu'on a travaillé sur ces aspects, on va dire sobriété et définition du besoin opérationnel, derrière il y a un travail d'optimisation du navire, d'un point de vue hydrodynamique bien sûr, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont faites en mode stationnaire, mais il y a quand même des phases de transit. Et donc, il faudra optimiser hydrodynamiquement le navire pour réduire sa consommation énergétique. Il y a aussi une optimisation évidemment de toute la chaîne propulsive et on va dire des solutions de production d'énergie à bord, de manière à optimiser le rendement de tout ça. Donc ça, c'est un travail classique sur un projet de navire, déjà sur un projet de tout type de navire, mais encore plus quand on souhaite décarboner. On va envisager l'hybridation du navire avec une électrification totale ou partielle de la propulsion. Et donc ça sera aussi en fonction du combustible qui sera choisi. Donc dans le cadre de l'étude que nous a confiée OpenSea, on doit regarder l'ensemble des solutions envisageables. Donc on regardera les solutions en hydrogène, on regardera les solutions en méthanol, on regardera les solutions en biogazole. Et vous le verrez après la manière dont est structurée l'étude, on fera des choix itératifs. Une précision aussi, aujourd'hui, on va dire qu'étant donné le profil d'exploitation, a priori, les solutions Vélix ne sont pas privilégiées. D'abord parce que je viens de le dire, il y a peu de phases de transit et que les solutions Vélix sont quand même plutôt favorables à ces phases-là, et qu'on est aussi sur un navire, je vous l'ai dit, entre 18 et 22 mètres, donc sur un navire de petite dimension avec des fortes contraintes donc d'intégration de ces systèmes-là, et aussi des fortes contraintes de positionnement dynamique. Quand on fait du stationnaire, on a besoin d'être assez précis sur le point, et donc on va chercher à réduire au maximum le fardage. Donc tout ça, encore une fois, c'est des choix qui ont été faits a priori et qui attendent d'être, on va dire, discutés, échangés et validés avec les co-exploitants et l'armateur qu'on cherche à nous rejoindre à faire rejoindre sur le projet. Slide suivante. Donc voilà, là on vous a brossé un peu les résultats des travaux préliminaires qu'on a menés avec la fondation OpenSea à partir de l'analyse de leur mission actuelle et de leurs besoins futurs. Euh, donc aujourd'hui, de quel partenaire on a besoin? Donc on l'a déjà un peu évoqué. Frédéric, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, étant donné le profil d'exploitation et les 120 jours par an envisagés à l'horizon 2025 là par OpenSea, on a besoin d'autres utilisateurs potentiels de ce navire faible émission. Alors, ces utilisateurs, ils peuvent être de différents types. D'abord, ça peut être des usagers potentiels qui disposent pas de moyens nautiques et qui, à la vue du cahier des charges qu'on vous a exposé là, se disent on a nous aussi à peu près besoin des mêmes moyens dans la même zone, et donc ce moyen nautique nous intéresse. En particulier, ça peut être les industriels ou usagers qui sont aujourd'hui déjà qui opèrent déjà sur le site du SEMREV avec la fondation OpenSea. Et puis ça peut être aussi des exploitants ou des opérateurs de navires qui sont intéressés donc d'utiliser ponctuellement un navire de ce type-là, un navire de travail de ce type-là pour des missions ponctuelles qu'ils auraient à proximité de la zone. Donc le premier point, ça va être d'identifier ces exploitants potentiels, ces opérateurs de navires qui seraient intéressés par ce navire décarboné ou en tout cas à faible émission. Un point important, c'est que OpenSea n'a pas prévu de devenir armateur. Là aussi, c'est quelque chose qui est très clair. C'est pour ça que depuis le début, on vous dit on a besoin d'exploitants, mais aussi d'un armateur qui sera capable donc de faire réaliser ce navire et qui le mettra à disposition d'OpenSea et de ses partenaires. Donc OpenSea sera un utilisateur de ce navire, mais parmi d'autres. Et donc ce qu'on cherche, c'est un armateur qui pourrait nous aider à définir, qui ferait réaliser, qui armerait et puis qui commercialiserait ce navire. Les derniers types de partenaires qui est recherché, c'est
ce sont des usagers d'autres moyens nautiques décarbonés qui seraient intéressés par une mutualisation de la supply chain en termes de carburant ou en termes d'énergie. Voilà, l'avitaillement combustible, le branchement à quai, bah, s'il y a des gens qui ont eux déjà des projets de navires avec des carburants ou tout électrique, il y a probablement quelque chose à faire en termes de mutualisation de la supply chain et des moyens d'avitaillement. Donc ça aussi, on est ouvert à vos propositions. Slide suivante, s'il te plaît, Frédéric. Ouais. Alors, donc, slide suivante. Donc, concrètement, où est-ce qu'on en est et quelles sont les étapes à venir? D'abord, pour vous dire que cette étude qu'on mène aujourd'hui, l'objectif, c'est essayer de la finaliser d'ici la fin juin 2024. Donc, avec ce webinaire à mi-mars, là, on est dans une phase on va avoir une phase de collecte des manifestations d'intérêt. On espère que bah, voilà, vous allez nous contacter, soit Thomas, soit Vincent Seguin là, qui représente Mauric pour cette étude. Et puis bah, on va mettre en place des partenariats, signer des NDA, et puis parce qu'il va y avoir un échange d'informations sur les opérations. Pour vous aider aussi à cadrer votre besoin, vous en tant que partenaire, nous, Mauric, on va produire un formulaire de définition du besoin qu'on va vous demander de compléter. Et puis, il va y avoir une phase d'analyse et de synthèse des besoins des différents partenaires envisagés, qui nous auront confirmé leur intérêt une fois qu'on aura donné des précisions sur le partenariat possible. Nous, derrière, on va rédiger on va reprendre le cahier des charges qui aujourd'hui est un cahier des charges spécifique aux missions d'OpenSea, et on va bah, l'adapter aux besoins des partenaires. Il y aura ensuite une présentation de ce cahier des charges aux partenaires du projet pour le valider. Et derrière, il y a une phase de consultation des équipementiers. Donc, il y a déjà certaines sociétés qui, avec l'invitation à ce webinaire, nous ont sollicité OpenSea. Sachez que voilà, il y a cette phase où on va vous consulter de manière à pouvoir constituer 2 avant-projets sommaires de navires qui répondront au cahier des charges d'OpenSea et de ses partenaires. Et derrière, on va sélectionner parmi les 2 solutions qui vont être des solutions distinctes en termes de solutions de décarbonation. On va finalement sélectionner une solution et réaliser un avant-projet détaillé du navire euh, euh, et définir les solutions d'avitaillement. Donc ça, c'est à l'horizon fin juin 2024. Et derrière, il y a une décision qui devra être prise par, on va dire, le consortium d'OpenSea et de ses partenaires sur la suite en termes d'études détaillées et d'industrialisation au second semestre 2024. L'objectif, c'est d'avoir un navire qui serait mis en service d'ici 2026. Donc, ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc, très concrètement, la phase suivante, c'est bah, de manifester votre intérêt sur la base de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et puis éventuellement de réponses à des questions que vous auriez dans les semaines à venir là auprès de Thomas et auprès de Vincent. Je crois que pour moi, c'est tout. Ouais, ouais, tout à fait. Merci. On est quasiment dans le timing, donc merci beaucoup à vous deux, Thomas et Fabrice. Alors, juste avant de passer à la phase de questions, je vais quand même laisser la parole à Philippe Conneau qui normalement nous a rejoint. Alors, Philippe, si tu peux un minima allumer ton micro, voir ta caméra. Alors, on sait que tu as des difficultés de réseau là, mais voilà. Alors, on te voit. Par contre, on t'entend pas. On ne t'entend pas. Euh, bon, bah, Philippe, je suis désolé. Si tu peux te reconnecter, on essaiera de te laisser à nouveau la parole après, peut-être les phases de questions. Donc, en conclusion, hein, et à retenir, voilà, clairement, vous avez compris que dans cette première étape, l'objectif, c'est d'abord de développer un partenariat sur un premier niveau qui consiste à retrouver des co-exploitants à ce navire, puisque le besoin d'OpenSea ne remplit pas une exploitation annuelle. Donc l'idée, c'est de regarder avec OpenSea quels pourraient être les autres utilisateurs de ce navire, et puis évidemment un armateur qui sera en capacité d'exploiter
commercialement le navire. Donc il s'agit bien d'un projet, encore une fois, avec un TRL élevé, hein. On est sur des phases de commercialisation. Comme l'a dit Fabrice, c'est pas un navire de démonstration ni un navire d'expérimentation et de R&D. Ça doit être un navire opérationnel. Et ce qui est intéressant, puisqu'on voit qu'on progresse, hein, collectivement dans la démarche. On a eu beaucoup de projets de démonstrateurs. On arrive maintenant à vraiment des navires qu'on souhaite exploiter de manière opérationnelle, donc ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc vous avez les coordonnées de Thomas et de Vincent Seguin, donc le directeur de Maury. Je crois qu'il y a une petite erreur, tu me disais Thomas, dans ton numéro de téléphone. Je te Ouais, il a laisse changé assez ouvrir ton récemment, je l'ai micro mis dans peut-être le juste pour chat. corriger. Ouais. D'accord, ok. Donc vous le retrouvez dans le chat. Voilà, pour ceux qui veulent avoir le bon numéro, le bon 06 de Thomas, le cas échéant. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer à la phase de questions-réponses. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes déjà qui sont arrivées. Voilà, alors je les prends un petit peu dans l'ordre. On n'en a pas encore beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, on se laisse une grosse dizaine de minutes pour pouvoir échanger. Donc profitez-en. Vous avez Emoric et OpenSea sous la main. Donc voilà, c'est pas tous les jours aussi facile. Première question, peut-être un rétrofit serait-il une solution pour ce navire? On a vu quand même des Oui. spécificités assez techniques, mais néanmoins, est-ce que ça peut faire partie des choses que vous pourriez écouter? Alors, au- je dirais qu'on va pas fermer la porte aujourd'hui à ce genre de solution, mais on sent bien qu'étant donné le caractère un peu couteau suisse du navire, ça peut être quelque chose d'assez compliqué d'aller vers un rétrofit. Néanmoins, Paul Berru, là, qui a posé la question, je comprends bien l'intérêt, c'est que c'est ce que vous avez pratiqué, hein, sur le Coastal Liberty, là, vous avez intégré une pile à combustible, donc on voit que ça peut répondre quelquefois à certains besoins. Enfin, sous couvert de ce que va dire Thomas, mais je pense que on va voir une fois qu'on aura avancé dans l'avant-projet sommaire et qu'on aura déjà figé un cahier des charges avec les partenaires vers quelle solution de décarbonation on va. Et c'est un peu ça qui va nous dire, en fonction de ce cahier des charges, si on peut envisager ou non un rétrofit. Je pense qu'aujourd'hui, fermer la porte, c'est un peu trop tôt, mais évidemment, si la solution rétrofit permet aussi de tenir un budget, et ben c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Mais a priori, techniquement, on peut pas encore dire si c'est faisable ou pas faisable. Oui, tout à fait. J'ai la même Ok, réponse que toi. très bien, merci. Je vois qu'une question technique, est-ce que la présentation sera transmise? La réponse est oui, Alban. Voilà, pas de souci. Donc on continue toujours, bah peut-être on continue sur les questions de Paul, parce qu'il en pose une deuxième. Est-ce que le navire sera construit en France? Ça va dépendre de Alors, pas mal de facteurs extérieurs, non? ouais, a priori, alors, a priori, je dirais, tel qu'on envisage le montage, avec donc un armateur qui lui va à un moment être responsable du lancement du projet de navire pour ensuite le mettre à disposition, hein, commercialement auprès d'OpenSea ou de ses partenaires. Je dirais que c'est le choix de l'armateur de savoir où est-ce qu'il va construire son navire. On peut pas nous imposer OpenSea, Mauric ou n'importe qui. On pourra pas imposer à l'armateur le choix du chantier de construction si on parle d'un nouveau navire ou si on parle d'un rétrofit. Donc aujourd'hui, je dirais qu'a priori, il n'y a pas d'imposition. Après, si ce projet, encore une fois, s'inscrit dans une démarche avec du financement, il y aura peut-être des contraintes qui vont venir se rajouter. Euh, mais a priori, c'est un choix d'armateur de savoir vers. Et c'est probablement un armateur privé, donc ce ne sera pas un appel d'offres public, donc il n'y a pas de contrainte. En effet, hein, ça répond peut-être à l'autre question s'il y a un subventionnement. C'est ce que tu dis, Fabrice. Si par le dynamisme qu'on génère autour de cette expression de besoin, de l'opportunité, la présence de l'ADEME, et si derrière il y a moyen de mobiliser des financements publics, alors oui, il pourrait y avoir des contraintes, mais c'est pas le... et des contraintes de production locale liées à un subventionnement, mais on peut pas en être sûr aujourd'hui. On Mm. est en pré-projet.
Très bien, merci. D'autres questions de la part d'Eve Bourdon? Alors, je pense que quelques points ont déjà été répondus, mais combien de transports de personnes maximum? On a dit un pax maxi 24. Ouais. Et est-ce qu'il devra être habilité navire de travail et ou navire de transport de passagers? Effectivement, c'est un peu les deux, puisque s'il doit pouvoir transporter jusqu'à 24 personnes, il devra pouvoir remplir ses missions au-delà des missions opérationnelles techniques pour OpenSea. Et du coup, la combinaison des deux, c'est pour ça Euh, qu'a priori, pour l'instant, on part sur la division 222 navires de maintenance, avec un pavillon français, pour être capable de faire les deux. Transporter ouais. jusqu'à 24 pax, donc au-delà de 12 pax. Entre 12 et 24, il faut aller vers division 222 navires de maintenance. Mm. Alors, une question de Guénel Le Soliac du CEA. Voilà, alors, Guénel a bien compris que c'était pas un outil de R&D. En revanche, est-ce qu'on peut quand même imaginer, entre guillemets, le surinstrumenter pour pouvoir bénéficier des différentes mesures qu'on pourrait mener à bord dans le cadre d'une exploitation opérationnelle, pour le coup? On va être vigilant là-dessus, hein. Je pense que si on dit dès le début, dès le webinaire de lancement, c'est on veut quelque chose qui est commercialement exploitable, donc opéré par un armateur. Après, il faudra voir, a priori, avec l'armateur, faire des campagnes spécifiques. Pourquoi pas quelque chose autour, mais après, c'est pas la priorité, quoi. Mais À enfin, partir du moment je le où sens ça bien. va pas gêner l'exploitation et que ça va pas modifier l'exploitation, ça va être ça, évidemment, le critère minimum, quoi. Et ni augmenter les coûts, bien sûr, parce que déjà qu'on peut Ni s'attendre quand augmenter les même à coûts, un bien coût sûr. supérieur aux solutions qui existent aujourd'hui par le fait des émissions faibles. Si ça rajoute des coûts, ça peut être rédhibitoire. On peut atteindre des seuils trop élevés. Très bien, Faut pas que cette merci. surinstrumentation vienne impacter la définition du navire et donc ses coûts d'exploitation commerciale. D'accord, très clair. Alors, hop, un petit peu de rémanence dans mes questions. Alors, attendez, j'ai vu que Florent Vince avait une question. Avez-vous envisagé d'utiliser une conception de navire existant type captivant et de l'adapter? Alors, quel est un petit peu le point de départ que vous envisagez, si c'est le cas, en termes de base de navire? Alors, Fabrice. ouais, Captivant, donc c'est un CTV là qui opère sur le champ de Saint-Nazaire. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien interprété votre question, Florent, aujourd'hui, on est dans cette phase de rédaction du cahier des charges et de partir d'un besoin opérationnel. Et on va encore, vous l'avez compris, travailler dans les semaines à venir avec les partenaires potentiels sur ces aspects opérationnels avant de rentrer dans une définition technique. Donc surtout, nous, dans notre démarche, Mauric, on essaye de ne pas partir sur une définition préconçue. Pour ça qu'on est encore typiquement, on n'a pas fait le choix de savoir si ça sera un monocoque ou un catamaran. Captivant, typiquement, c'est un catamaran. Donc on n'a pas d'idée préconçue aujourd'hui sur la solution vers laquelle on va aboutir. D'abord parce que tout simplement on n'a pas le cahier des charges des partenaires potentiels d'OpenSea et que peut-être qu'il va y avoir des choses qui seront intégrables mais qui vont être assez dimensionnantes sur le navire. Euh, non, on n'a pas prévu de repartir sur une conception du type captivant et de l'adapter. Ok. Toujours une question de d'Ève Bourdon. Est-il prévu de l'intégration de solutions ENR comme hydrogénérateur, panneaux photovoltaïques, ORC, récupérateur de chaleur, etc., avec système embarqué de gestion de l'énergie pour gérer la charge des batteries ou fourniture d'énergie au besoin? Je pense qu'une partie de la réponse a été donnée dans la présentation, mais Fabrice, si tu veux peut-être compléter. Ouais, encore une fois, on ferme pas de porte hein, au stade où on est. On a dans les étapes qui arrivent là une phase d'exploration des différentes technologies intégrables au navire de manière à pouvoir assurer la production d'énergie de manière la plus décarbonée possible. Donc, on va regarder toutes ces technos-là. Il y en a qui seront plus ou moins pertinentes en fonction du navire et en fonction de son profil opérationnel. Typiquement un hydrogénérateur, il faut voir le navire n'étant pas, enfin les phases de transit n'étant pas très importantes, il y a beaucoup de phases stationnaires. Voilà, a priori, on peut se poser la question de l'intérêt d'un hydrogénérateur. Néanmoins, il faut regarder une fois qu'on aura l'ensemble du profil. Aujourd'hui, on ne peut regarder que sur le profil de mission type OpenSea. Si demain, sur les 365 jours par an, il y en a
240 où il y a beaucoup plus de phases de transit, là, typiquement, l'hydrogénérateur pourra être plus intéressant. Donc tout ça, on ferme pas de porte et on va regarder ça dans les phases d'avant-projet sommaire qu'on envisage dans les semaines à venir. D'accord. Une question de Gifmar par rapport à la durée du contrat qui pourrait lier les opérateurs avec l'armateur. Et en complément, est-ce que ce navire pourrait être, enfin, l'usage de ce navire pourrait être mutualisé sur d'autres sites d'OpenSea, au-delà du SEMREV? Je pense que la question elle est plus pour moi. En effet, on va pas mettre une Ouais, durée aujourd'hui de lancement, de charge de partenaire. On va pas mettre une durée en chiffre, mais on sent bien qu'on va pas devoir s'engager juste sur 60 jours, 80 jours sur une année. Donc on vise bien un engagement plus long. On va pas définir les termes financiers, administratifs aujourd'hui, mais la réponse est nécessairement plusieurs années, plusieurs dizaines de jours par année forcément. On en a déjà parlé. Donc ça c'est une partie de la réponse. Et est-ce que ce sera envisagé sur plusieurs sites? Bah là, je pense que c'est à des experts du domaine de me dire si c'est pertinent d'avoir un bateau pour aller en Méditerranée et au large du Croisic, un bateau qui fait les deux. Je suis pas sûr. Mais plutôt mutualisé. On a plutôt dans tu l'idée prends de deux cas mutualiser. extrêmes, là. Tu prends deux cas extrêmes Oui, quand tout même. à fait. Tout à fait. Mais plutôt mutualiser sur une zone pour réduire les temps et les coûts de Le mob des trajet. mobs, hein, puisque encore une fois, on veut quelque chose qui nous fasse pas exploser les budgets, et donc forcément, si on allonge la mob des mobs, ça va être compliqué. Et puis, ne serait-ce que pour l'économie enfin, trouver une solution décarbonée, je pense qu'on va éviter de lui faire parcourir trop de distance. Et il y D'accord. a une question assez intéressante Une question sur les, ouais, pardon, sur les TRL. Ouais. Enfin, La question de Philippe. ouais. Ouais, désolé Frédéric, on prend là un peu la main avec Non, non, Thomas bah là-dessus, mais allez-y, très bien, effectivement, je pense que aucun celle-là, souci. elle est intéressante et ça Ouais. permet d'illustrer quand même des choix qu'on a fait avec OpenSea. Euh, pour la lire, là, imposer des solutions techniques avec TRL supérieures à 8 sur des nouvelles technos de décarbonation, type hydrogène, méthanol, etc., n'est-ce pas fermer la porte à beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché? Euh, alors, pour répondre, aujourd'hui, on s'est fixé un horizon, c'est avoir un navire opérationnel en 2026. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut lancer la phase d'industrialisation au deuxième semestre 2024. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, regarder des technos, même si les développements vont vite, notre expérience montre que ce soit, quelle que soit la techno, méthanol, hydrogène, etc., l'expérience qu'on a, nous, chez Morix, sur le développement de ces technos-là, c'est que si aujourd'hui, on n'est pas un TRL8, envisager d'obtenir quelque chose d'opérationnellement fiable, maintenable, à un coût abordable en 2026, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Voilà. Donc c'est un choix. Alors on aurait pu mettre peut-être TRL 7, mais aujourd'hui voilà, on a défini ça comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y aura une phase de consultation des équipementiers. Et on attend beaucoup aussi de ces échanges-là avec les équipementiers. Mais il faut faire des choix et comme on l'a dit, hein, on veut un bateau commercialement exploitable. Et donc pour ça, ça impose d'avoir des technos qui sont à des TRL relativement importants. Et voilà, même malgré toute la bonne volonté des équipementiers, et c'est valable pour Genevos avec qui on discute beaucoup, comme avec d'autres, il y a un temps nécessaire pour arriver à une maturation des technos et faire en sorte qu'elles soient intégrables sur des navires exploités commercialement euh, plusieurs centaines de jours par an. Très bien, très clair. Une autre question aussi, bien dans la ligne avec les demandes que vous avez aujourd'hui sur cette première phase, c'est à nouveau une question d'Alban Salmon sur du lycée maritime. Est-ce qu'un lycée maritime ou un organisme de formation peut être partenaire, hein? Il signale des besoins pour la formation des BTS mécatroniques notamment. Bah, je dirais qu'a priori, si ils peuvent, comme nous, s'engager sur un certain nombre de jours par an en tant qu'exploitant, pourquoi pas? Et de même que pour la surinstrumentation, il ne faudrait pas que ça modifie le cahier des charges trop loin pour qu'il en change une partie des fonctions. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, Fabrice. Ouais. l'usage principal, c'est bien l'usage pour les besoins de SEMREV. Donc, ce qui vient se rajouter doit pas, entre guillemets, rentrer en conflit avec ça. Ce qui pourrait bien se rajouter doit pas rentrer en conflit avec ça. Ouais. Après, enfin, mon point de vue, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai intégré le navire Alba là comme exemple, c'est que typiquement,
notre expérience avec le lycée maritime de Bastia, c'est que ils ont été capables d'aller chercher du financement pour avoir un navire totalement décarboné, avec un choix sur l'hydrogène. C'était ça, mais ils ont lancé un appel d'offres et aujourd'hui c'est un programme industriel, c'est pas un programme de R&D. Et le bateau, ce sera un bateau qui sera pas un bateau démonstrateur ou d'expérimentation, c'est un bateau de formation. Et donc dans ce cadre-là, pour moi, euh, un bateau de formation pour un lycée maritime, c'est un bateau qui est exploité commercialement à des buts de formation, mais et donc Mhm. a priori, il rentre dans la catégorie recherchée. Maintenant, comme l'a dit Thomas, il ne faut pas que les besoins spécifiques associés à la formation, et ça, ce serait quelque chose à discuter avec vous, Alban, viennent impacter l'architecture du navire. Je pense typiquement à avoir des salles, des machines suffisamment grandes pour pouvoir avoir un nombre d'élèves important autour euh, voilà, des solutions de propulsion ou de production d'énergie, avoir une zone où on peut faire des formations à bord. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a expérimentées, nous, sur le projet de Bastia et qui viennent impacter quelque part l'architecture du navire. À voir si cet impact sur l'architecture est pas au détriment de son efficacité environnementale ou au détriment des autres opérations envisagées par OpenSea. Ok. Une question qui peut intéresser aussi donc les participants à ce webinaire plutôt côté équipementier. Alors je crois que c'est toi Thomas qui a dû y répondre quand même en direct, mais c'est quand même bien que tout le monde ait accès à la réponse. Donc la question était de savoir qui ferait le lancement de la consultation de la partie équipementier cette fois-ci, une fois que vous aurez vos co-exploitants et l'armateur. Ouais, Une question alors, un peu sur le processus finalement ouais, pour compléter post la réponse de premier phase de Thomas, partenariat. pour moi, il y a une consultation des équipementiers qui, a priori, est de notre responsabilité dans le cadre du développement des avant-projets sommaires, hein, tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui. Mais c'est une consultation sur les solutions technologiques et c'est pour engager des discussions, pour voir l'adéquation des solutions des équipementiers avec le cahier des charges et avec les avant-projets qu'on va développer. Mais c'est pas une consultation dans le cadre du lancement du projet industriel de construction du navire. Et ça viendra dans un deuxième temps, évidemment. Euh, bon, alors il reste quelques questions un peu plus techniques. Bon, certaines, je me permets de pas les poser parce que je pense qu'on y a déjà répondu, soit dans la présentation, soit dans les réponses aux questions. Sur l'aspect néanmoins DP, alors je crois que tu l'as mentionné, Fabrice, dans la présentation. Est-ce qu'il y a un DP qui est souhaitable? C'était un DP0, je crois, Ouais, ce que tu avais indiqué. voilà, DP type DP0, hein. L'idée, Voilà. c'est pas d'avoir une redondance Ouais. sur le DP, mais un DP0, oui, pour le survey en particulier et pour le maintien en position à proximité des prototypes et des systèmes d'énergie marine renouvelable. Ouais. D'accord. Bon, il y a à nouveau des questions sur la possibilité d'intégrer des outils visant l'efficacité opérationnelle et puis là, des mesures. Encore une fois, je redis ce qui a été dit. C'est sur le principe, il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, l'objectif, c'est surtout que ce soit un navire opérationnel. Donc, tout ce qui pourrait venir perturber ces opérations sera Mm. évidemment difficile à intégrer. Bon, maintenant, voilà, le SEMREF étant là aussi pour favoriser la recherche, je pense que si c'est possible, les choses seront faites. Mais ça supposera évidemment le respect de ces contraintes qui risquent d'être quand même assez fortes. Euh, voilà, alors je sais pas si, parce que là on a largement déjà dépassé le temps, je voudrais juste peut-être avant de conclure, et merci, hein, il y a peut-être encore quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on les récupère hein, et on vous répondra directement. Encore une fois, vous recevrez les présentations, donc vous aurez les contacts et toute la possibilité de continuer à poser les questions. Je voudrais juste laisser une dernière chance à Philippe Conneau de l'ADEME. Alors je ne sais pas si c'est possible maintenant qu'il nous rejoigne sur scène pour quand même dire un petit mot, parce que c'est important comme partenariat, évidemment. Philippe, est-ce que tu peux te connecter? Est-ce que ça fonctionne? Ou définitivement, on aura juste réussi à te voir, ce qui est déjà beaucoup. Bon, bah écoutez, non, je pense que là, malheureusement, on ne l'aura pas aujourd'hui. Mais bon, voilà, en tous les cas, s'il y a des questions pour l'ADEME, évidemment, n'hésitez pas, on les transmettra. Je vous propose de conclure pour voilà, pas trop déborder, de conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie encore une fois tous de votre participation. Je remercie évidemment les intervenants. Donc Philippe, un peu par procuration, et puis surtout Fabrice et Thomas, évidemment. Donc vous avez les adresses mail, vous avez les numéros de téléphone avec, notez bien celui, on va le modifier peut-être dans la présentation qu'on diffusera, hein. Ouais. Le numéro de téléphone de Thomas pour pas qu'il y ait d'erreur.
Et voilà, donc on reste à votre disposition si vous avez des points et des questions supplémentaires. Et puis donc, on attend vos propositions de partenariat. Et puis, on vous dit à très vite pour la deuxième partie de la consultation qui adressera les équipementiers cette fois-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi et un très bon week-end. Merci, au revoir tout Au le revoir. monde. Merci à tous. Au revoir.